Le 25 mars 1915, à 17h, à Philadelphie, Pennsylvanie, une suite somptueuse, au 7e étage du prestigieux hôtel Bellevue Stratford, abritait un drame silencieux. Dehors, la neige lourde et humide, habituelle à ce début de printemps sur la côte est américaine, cédait à une pluie fine. L'atmosphère confinée, alourdie par l'odeur rance et le tabac âpre, ne masquait pas la saveur métallique d'une faim imminente. Au centre de cette pièce opulente, sur un lit d'acajou, gisait une femme. Sa peau, d'une pâleur cireuse, affichait le faciès hippocratique, présage fatal de l'ultime départ. C'était Catherine Sweeney Hershey, son épouse de 42 ans, femme de l'un des grands magnats du continent. Assis à son chevet, sur une chaise spartiate, se tenait Milton Snavely Hershey, dont le nom était déjà synonyme de réussite. Sa fortune, 60 millions de dollars, vaudrait aujourd'hui plus d'1,5 milliard de dollars. Mais à cet instant, ces sommes colossales étaient insignifiantes, d'aucune utilité. Seuls les souffles rares et laborieux de Catherine brisaient le mutisme. Les praticiens, discrets, échangeaient des regards muets. Leur diagnostic, épuisement nerveux ou ataxie, masquait une dégénérescence du système nerveux central, un mal que la science médicale du début du XXe siècle ne pouvait combattre. Milton Hershey, visionnaire ayant bâti une cité et un empire chocolatier, demeurait là, les mains jointes, impuissant face à l'agonie du seul être aimé. Catherine, les yeux ouverts, articula une requête à peine audible. Un verre de champagne. Étrange, voire incongrue, cette demande d'une femme à l'agonie. Milton se leva d'un bond, sans hésiter. Il lui aurait offert tous les vignobles français pour un sourire. Il fila dans le couloir, donnant des ordres. 3 minutes plus tard, il revint. Dans sa main, un verre perlé de condensation laissait voir l'effervescence du vin mousseux. Il pénétra dans la pièce, l'espoir de croiser son regard dans les yeux. Mais la chambre était plongée dans un silence abyssal. Catherine avait cessé de respirer. Les praticiens avaient baissé la tête, résignés. Milton resta pétrifié sur le seuil. Le verre lui glissa des mains. Le tintement du cristal brisé sur le parquet résonna tel un coup de pistolet, amplifié dans le vide oppressant, comme une détonation dans une église déserte. Le champagne s'épancha, maculant le somptueux tapis persan. Catherine Hershey avait rendu son dernier soupir. Au même instant, à environ 150 km de Philadelphie, dominant la ville de Hershey, se dressait, imperturbable, l'imposante High Point Mansion. Aux 22 pièces, sa façade imposante en calcaire blanc domine les environs. Depuis ses fenêtres, on voit les cheminées fumantes de la chocolaterie, cœur économique de la région. À l'intérieur, les domestiques, ignorant le drame survenu à 150 km, s'affairent, astiquant l'argenterie et polissant les parquets pour le retour de leur maîtresse. Ils ignorent que cette demeure ne sera plus jamais un foyer. High Point, nid familial, devient un mausolée silencieux, figé dans une douleur invisible. Milton Hershey ne crie ni ne pleure en public. Il reste immobile, le regard fixé sur le corps inerte de son épouse. Dans sa poche, les billets de croisière, censés restaurer sa santé fragile, sont de simples bouts de papier sans valeur. Le conte de fées du roi du chocolat prend racine ici, dans cette chambre d'hôtel glaciale, au milieu d'une flaque de champagne. Ce n'est pas un récit de succès éclatant, mais celui d'un homme ayant bâti un paradis terrestre pour fuir son enfer intérieur. La majestueuse High Point Mansion, dominant la ville créée, témoignera de cette tragédie muette. Dans quelques heures, la dépouille de Catherine sera transportée par train vers la cité de son époux. Milton suivra, sombre et accablé. Il retournera dans la maison bâtie pour elle, pénétrera dans sa chambre et donnera un ordre implacable.
que rien ne soit modifié, que le temps s'arrête, figé dans son éternel souvenir. La mort de Catherine est le point de départ de tout. Pour comprendre pourquoi cet industriel pragmatique et capitaliste acharné agit ensuite d'une manière défiant toute logique commerciale, il faut remonter le temps. Il faut explorer la misère et l'obscurité de ses origines pour saisir l'ampleur de sa chute. Nous sommes en 1857, dans un monde où le chocolat est chimère, où règne labeur exténuant, dogme religieux inébranlable, et un père qui a inculqué à Milton une leçon. Les rêves coûtent cher, l'échec est gratuit. En 1857, au cœur de la Pennsylvanie centrale, Derry Church est une zone rurale isolée. Sans usine, route pavée ni électricité, c'est un lieu de boue infini, de travail manuel éreintant, peuplé de ménonites aux visages austères, rejetant le progrès au nom d'une piété rigoureuse. Pour eux, le plaisir jouxte le péché. Dans ce cadre spartiate, Milton Snavely Hershey naît le 13 septembre. Pour comprendre l'érection ultérieure d'un palais sur une colline, il faut se pencher sur sa maison d'enfance. Ce n'est pas un foyer, mais un champ de bataille. Une confrontation incessante de deux philosophies antagonistes qui déchira Milton dès son enfance. Fanny Snavely, sa mère, femme de caractère, ancrée dans la réalité, issue d'une lignée ménonite prospère. Coiffée d'un simple bonnet, elle comptait chaque allumette et mettait sa foi dans le concret, la terre, l'argent et les Écritures saintes. Pour elle, l'existence était une suite d'épreuves et une quête d'accumulation. À l'opposé, son père, Henry Hershey, incarnait le désastre. Esprit chimérique, toujours à la recherche de la voie la plus simple. Henry plantait un verger sans attendre les fruits, forait pour le pétrole quand tous cherchaient de l'or, cultivait des baies quand le marché réclamait des céréales. Sa vie fut un manuel sur l'art de tout dilapider. La famille déménagea des dizaines de fois, fuyant la faucheuse et les promesses creuses d'Henry. Milton grandit au cœur de ce maelstrom. Sa mère exigeait la permanence, son père, l'aventure. Ironie du destin, Milton retint le pire et le meilleur de chacun. De Fanny, il hérita une discipline de fer et une aversion pour le gaspillage. D'Henry, une aptitude folle à percevoir des horizons inaccessibles. Sa scolarité s'achève brutalement en 4e année de primaire. Milton Hershey, futur géant de l'industrie, savait à peine écrire. À 14 ans, son père lui déniche un apprentissage chez un imprimeur. Henry rêvait pour son fils d'une destinée d'intellectuel, de rédacteur en chef. Mais Milton abhorrait l'odeur de l'encre. Son premier geste de rébellion, il laissa tomber son chapeau dans la presse, réduisant en miettes la coûteuse machine. Congédié aussitôt, la honte au front. Fanny reprit les rênes, lui trouvant une place auprès du confiseur Joseph Royer. Là, parmi les effluves de vanille et de sucre brûlé, Milton eut une révélation. C'était son véritable idiome. Les sucreries n'étaient pas qu'une denrée alimentaire. Elles étaient une monnaie de bonheur, un passeport universel. Son chemin vers le succès fut jalonné de précipices qui auraient anéanti d'autres. En 1876, Philadelphie vibre au rythme du centenaire et de l'exposition universelle. Milton, 19 ans, contracte un emprunt auprès de sa tante, Mattie Snavely, pour lancer sa première confiserie. Il œuvre 16 heures par jour, sans relâche. La nuit, il fabrique ses douceurs. Le jour, il les vend. Mais il commet une erreur de débutant, une lacune fondamentale. Il ne sait pas gérer ses comptes. Les dépenses dévorent les profits. Après 6 années de labeur, il est en faillite. La fureur de la famille Snavely est immense. Les fonds du clan Snavely sont dilapidés. Milton prend la fuite.
En quête de prospérité minière, Milton, comme son père, gagna Denver, au Colorado. Dans cette cité minière, il fit une découverte capitale, un procédé révolutionnaire pour l'industrie. Engagé par un chocolatier, il décela l'incorporation de lait frais. Ce lait adoucissait le caramel et prolongeait considérablement sa durée de conservation. Une avancée technologique venait de lui être révélée. Fort de cette innovation, il tenta sa chance à Chicago, puis à la Nouvelle-Orléans, essuyant des échecs cuisants. Finalement, il échoua à New York en l'an 1883. Il contracta un nouvel emprunt pour lancer une fabrique de caramel. L'entreprise, à peine lancée, fut frappée par le destin. Sa charrette de livraison rendit l'âme, le sucre fondit sous la canicule, et ses rivaux sabotaient ses tarifs. Bientôt, la police saisit son matériel pour dettes impayées. À 29 ans, Milton Hershey revint à Lancaster, Pennsylvanie, tel un vagabond. Les siens l'évitaient, le considérant comme l'opprobre familial, un nouveau Henry Hershey ayant dilapidé le patrimoine. Même sa mère, Fanny, le regardait avec scepticisme. Mais au cœur de cette humiliation, Milton forgea la maxime de son futur empire. Il comprit l'inutilité du talent ou de la chance, seul comptant l'obstination à se relever, toujours une fois de plus qu'on ne tombe. Il cessa d'être utopiste, devenant stratège de la survie. Il emprunta ses derniers deniers à un ancien subordonné compatissant. Désormais, aucune erreur n'était permise. Il se lança dans la confection de caramel, reprenant la recette de Denver au lait frais. Il baptisa son entreprise la Lancaster Caramel Company. Partageant une pièce avec sa mère et sa tante, il fabriquait ses douceurs le jour et chargeait les caisses la nuit. Soudain, le vent tourna. Un importateur anglais, après avoir goûté son caramel, passa une commande colossale. Milton, misant tout son maigre capital, obtint un prêt basé sur cette promesse. Le banquier le crut fou, mais Milton honora sa livraison et encaissa le chèque. Dès les années 1890, Milton Hershey était un homme opulent. Son caramel Crystal A était mondialement distribué. Il avait triomphé, prouvant qu'il n'était pas Henry. Il avait battu une entreprise florissante, amassé une fortune, gagné respect et une position enviable. Pourtant, pour Milton, ce n'était pas suffisant. En l'an 1893, il se rendit à l'exposition universelle de Chicago. Là, au pavillon allemand, il découvrit une vision qui accéléra les battements de son cœur. D'imposantes machines à fabriquer du chocolat. Le chocolat, à l'époque, un produit d'exception monopolisé par les Helvètes. Milton, voyant la masse sombre et onctueuse s'écouler des machines, prend une décision jugée insensée par ses associés. Le caramel, déclare-t-il, n'est qu'une lubie éphémère, tandis que le chocolat est éternel. Il achète l'intégralité de l'outillage allemand exposé à l'exposition universelle et le fait acheminer en Pennsylvanie. Son intention, se défaire de son florissant empire de bonbons au lait pour tout miser sur le chocolat, dont la production de masse restait une énigme sur le sol américain. Plus qu'une manœuvre commerciale, c'est une obsession. Il rêve de démocratiser ce luxe, de le rendre accessible aux classes laborieuses. Mais une usine ne suffit pas. Il lui faut un partenaire, une âme pour insuffler un sens à cette course effrénée vers la fortune. À l'orée de cette métamorphose existentielle, une jeune femme aux cheveux de feu, au rire clair, surgit dans une confiserie de Jamestown, New York. Catherine Sweeney, dont l'arrivée allait tout bouleverser. Leur rencontre transformerait un simple homme d'affaires en bâtisseur d'une utopie. Mais pour l'heure, il n'est encore qu'un doux solitaire, des millions en poche et une idée étrange en tête. En 1898, à Jamestown, New York, l'air embaumait la glaçure des confiseurs
et annonçait un profond changement social. C'est là qu'une convergence de destin redéfinira l'existence de Milton Hershey. Jusque-là, Milton, à 40 ans, était le reflet de son éducation. Austère, réservé, toujours vêtu de gris et réglé comme une horloge, célibataire endurci. Sa mère, Fanny, régissait son quotidien, tissant autour de son fils un cocon d'ascétisme ménonite. Pour elle, une épouse était superflue, une distraction inopportune du labeur. Catherine Kitty Sweeney incarnait l'antithèse de tout ce que Milton avait connu. À 26 ans, irlandaise catholique, elle travaillait dans la boutique d'une usine de confiserie. Dans la stricte hiérarchie sociale de la Pennsylvanie de la fin du XIXe siècle, cette union relevait du scandale. Un industriel protestant épousant une ouvrière catholique, une aberration. Milton, pourtant l'homme habitué à calculer le moindre risque, allait commettre l'acte le plus déraisonnable de son existence. Le 25 mai 1898, ils s'unirent en secret à New York, au presbytère de la cathédrale Saint-Patrick. Point de faste, pas de journaliste. Ce fut un geste de rébellion intime. Kitty transforme profondément Milton. Ses proches perçoivent des métamorphoses saisissantes. L'austère homme d'affaires, si rigide, se met à sourire et délaisse ses atours désuets pour des tenues plus raffinées. Pour la première fois de son existence, il s'ouvre au plaisir de la vie, investissant non plus dans des machines, mais dans des expériences. Kitty apporte un kaléidoscope de teintes dans son univers monochrome, cultivant l'amour du théâtre, des fleurs, des voyages. Elle devient sa seule passerelle vers un royaume sentimental, jusque-là hermétiquement clos depuis son enfance. Cette effervescence intérieure catalyse sa plus audacieuse manœuvre stratégique. Milton Hershey prend une décision qui sidère la haute finance. Il vend sa poule aux œufs d'or, la Lancaster Caramel Company, à son principal rival, l'American Caramel Company. La transaction s'élève à $1 million. À titre de comparaison, le salaire annuel moyen d'un ouvrier à cette époque était de $450. Milton empoche l'équivalent de 2200 ans de travail. Ses rivaux exultent, le croyant rayé de la carte. Ils l'imaginent en retraite dorée, voguant en Europe avec son épouse sur un yacht. Mais un détail crucial leur a échappé. Milton avait conservé le droit de fabriquer du chocolat. Il ne quittait pas la partie. Il larguait son lest pour bâtir une fusée. Le caramel n'est qu'une passade, le chocolat, lui, est éternel, confie-t-il. Il possède désormais $1 million et Kitty, mais ni demeure, ni terrain pour sa future usine. Milton retourne à Derry Church, hameau perdu de sa naissance et de sa pauvreté qu'il avait fui. Sa logique est implacable. Le lait frais est indispensable au chocolat au lait. Rare et périssable en ville, il abonde à Derry Church où des milliers de vaches paissent et l'eau est pure. En 1903, le plus grand chantier de Pennsylvanie prend son envol. Milton ne construit pas une simple manufacture, il façonne une utopie. Abhorrant les taudis industriels anglais, il décrète que ses ouvriers vivront dans des maisons de briques avec jardin, non des baraquements. Son altruisme est teinté de pragmatisme, un ouvrier épanoui et plus productif. Le fleuron de ce monde nouveau ne sera pas l'usine, mais la demeure de Kitty. Milton engage l'architecte C. Emmeline Urban. Sa mission ? Ériger une résidence somptueuse, simple et démesurée, incarnant leur triomphe. L'emplacement stratégique, au sommet d'une colline, avec vue imprenable sur l'usine en gestation. Le lieu prend le nom de High Point, où l'architecture rencontre la psychologie. High Point n'était pas un palais de réception fastueuse, mais une forteresse, un refuge intime pour deux âmes. En 1905, l'usine commença son activité. Pour la première fois aux États-Unis, le chocolat au lait devint un produit de masse. Une tablette coûtait 500. Ce fut un bouleversement social et économique. L'argent affluait si rapidement
que Milton peinait à en suivre le flux. Parallèlement, les murs de High Point s'élevaient, abritant 22 pièces. Sa façade coloniale en calcaire s'étirait majestueusement, agrémentée d'une immense véranda épousant ses courbes. Milton voulait que Kitty se sente reine. Il imaginait des jardins si splendides qu'ils éclipseraient tout ce qu'elle avait vu en Europe. Mais, tandis que les ouvriers finissaient les travaux, une faille insidieuse apparaissait dans les fondations de cette vie idyllique. Kitty montrait des signes de lassitude. Attribuée d'abord à l'acclimatation et au stress du déménagement, cette fatigue s'aggravait. Ses mains tremblaient parfois. Elle perdait l'équilibre, même sur sol plat. Absorbé par son entreprise, Milton ignorait ces signaux alarmants. Il la réconfortait, la couvrait de présents. Il était persuadé que l'air de Derry Church, le luxe de leur demeure et l'absence de soucis dissiperaient ces maux. High Point n'était pas une simple demeure, mais une cage dorée, un écrin somptueux censé abriter leur bonheur de la cruauté du monde. Deux univers s'entremêlaient, les ressources d'un ménonite et le goût raffiné d'une catholique irlandaise créaient un code esthétique singulier. Les intérieurs de High Point, garnis de meubles choisis en Europe, témoignaient de cette union. Le passé rencontrait le présent, la tradition épousait le progrès. Achevée en 1908, la résidence était monumentale. Elle trônait sur la colline, dominant l'usine dont les cheminées crachaient la fumée de plusieurs tonnes de chocolat quotidiennes. En ses hauteurs régnait silence et faste. Milton et Kitty emménagèrent. Le rêve semblait matérialisé. Ils avaient l'amour, des moyens illimités et une demeure enviée de l'État. Mais, les lourdes portes de chêne de High Point refermées, ils furent confrontés, seuls, à une réalité qu'aucun million de dollars ne pouvait résoudre. Dans ces 22 pièces, un silence pesant régnait. Les chambres d'enfants, pourtant prévues par l'architecte Urban, restaient désespérément vides. Les années passaient sans héritier, et la démarche de Kitty devenait chaque jour plus hésitante, plus incertaine. Le grand stratège Milton Hershey avait érigé un royaume parfait, mais la reine, pour qui tout avait été entrepris, s'éteignait sous ses yeux. High Point est prêt à dévoiler ses énigmes. Pénétrons ses murs. Approchons son entrée principale. En 1908. Pour cerner la psyché de Milton Hershey, il faut contempler le monde depuis les murs de High Point. L'architecte Emmeline Urban l'avait délibérément orienté pour que sa façade principale fasse face, sans détour, à l'imposante usine de chocolat. C'était la concrétisation architecturale d'une emprise totale. Chaque matin, sur la véranda, tasse de café à la main, Milton ne voyait pas un simple paysage. Ses yeux embrassaient les panaches de fumée des cheminées, le réseau ferré et la cohorte d'ouvriers rejoignant leur poste. Sa maison était le pont d'un navire, son usine le vaisseau. Une ambition inébranlable formait entre eux un cordon ombilical, jamais rompu. Le coût de la structure initiale s'élevait à 53 433 $. Avec l'ameublement, l'aménagement paysager et les éléments décoratifs, la note finale atteignait 100 000 $. Une somme colossale, équivalente à plusieurs millions dans l'économie contemporaine. Mais plus pertinent, ce montant aurait permis d'ériger un quartier résidentiel entier pour ses travailleurs. Milton, lui, l'a déboursé pour une seule habitation. Pourquoi ? Parce que cette demeure était l'unique présent qu'il pouvait offrir à une femme qui, ayant tout matériellement, était privée de la plus précieuse des richesses, sa santé. À l'entrée, ce n'est pas l'opulence qui frappe, mais la clarté et l'omniprésence de l'air circulant. Contrairement aux résidences victoriennes lourdes et cloisonnées, le rez-de-chaussée de High Point fut révolutionnaire, à un plan ouvert. Le hall se prolonge sans coupure dans le salon, s'ouvrant harmonieusement sur la salle à manger. Nulle cachette, nulle porte close.
une réponse directe à l'enfance de Milton, marquée par l'exiguïté, la pénombre et l'angoisse de la pauvreté. Les limites s'effacent, la respiration est aisée. L'esthétique intérieure dialogue entre deux personnalités distinctes. Les lambris imposants de chêne et de châtaignier incarnent Milton, sa fiabilité, sa force inébranlable, son lien avec la terre. Les délicats vitraux, luminaires Tiffany et mobilier Art Nouveau représentent Kitty, la touche de couleur, la légèreté, l'envol du rêve. Chaque détail suggère un prestige à l'éloquence discrète. La demeure de 22 pièces. L'électricité, luxe rare pour le début du XXe siècle, fut acheminée partout. Salle de bain à plomberie moderne, cuisine à réfrigération avant-gardiste. Milton, fasciné par la technologie, fit de cette maison un instrument dédié au confort. Le salon des palmiers, ou jardin d'hiver, est le cœur battant de High Point. Avec ses murs de verre, ses plantes exotiques luxuriantes et son mobilier léger en osier, Kitty y passait des heures, contemplant ces roses chéries du jardin. High Point était un étrange paradoxe. Conçu pour le tumulte, les rires cristallins d'enfants et les réceptions fastueuses, une salle à manger pour des dizaines de convives, un billard semblant préparé pour des tablées masculines animées, aux effluves de cigares, elle était imprégnée d'un mutisme retentissant. Pourtant, les annales historiques révèlent avec cruauté l'absence quasi totale de festivités. Milton et Kitty y vivaient seuls, seulement entourés de leur domesticité. Les domestiques de l'époque se souvenaient d'une atmosphère où le silence régnait en maître absolu. D'épais tapis persans recouvraient les planchers, absorbant le moindre bruit de pas. Cette asepsie sonore s'expliquait. Le moindre éclat, la plus petite dissonance, risquait de provoquer chez Kitty une migraine lancinante ou une crise nerveuse. La demeure s'était transformée en un cocon doré d'isolement. En gravissant l'imposant escalier vers le premier étage, la symbolique des lieux se modifiait radicalement. Là, se dessinait un combat intime et silencieux, en contraste avec la réussite sociale du rez-de-chaussée. S'y trouvaient les chambres de Kitty et Milton, des chambres d'amis désertes, et des espaces qui auraient pu, un jour, être des nurseries. Le mobilier de la chambre de Kitty, acquis au fil de leurs périples européens, affichait un luxe raffiné. Un lit à baldaquin somptueux, une coiffeuse parée de multiples flacons de parfum. Pourtant, plus le cadre se révélait opulent, plus la tragédie sous-jacente s'accentuait. Les glaces renvoyaient l'image d'une femme s'éteignant à petit feu. Les flammes ardentes crépitant dans les cheminées, dévorant des bûches entières, restaient impuissantes à réchauffer ses mains perpétuellement glaciales. Funeste manifestation de troubles circulatoires et de lésions du système nerveux. Milton, quant à lui, s'absorbait fréquemment dans son cabinet de travail, cerné par des montagnes de factures et des diagrammes de croissance des ventes. Le chiffre d'affaires du chocolat doublait chaque année, et sa fortune personnelle s'accroissait de façon exponentielle. Pourtant, à chaque fois qu'il gravissait les marches menant à la chambre de son épouse, une sensation d'impuissance absolue l'étreignait. La discordance sensorielle constituait le contraste le plus saisissant de High Point. En ouvrant une fenêtre, le parfum sucré et entêtant du chocolat, fragrance de cacao de la ville entière, l'odeur de l'argent, de la réussite éclatante, s'engouffrait aussitôt dans la pièce. Mais à l'intérieur de la demeure, derrière des vitrages clos, flottaient des effluves de médicaments et de cire. Dehors, au pied de la colline, la vie frémissait avec une énergie contagieuse. L'usine tournait à plat régime, organisée en 3 équipes. Un parc d'attractions, le futur Hershey Park, des écoles, des banques et des commerces sortaient de terre. Milton était en train de façonner la cité idéale. Pourtant, au cœur même de cette utopie urbaine, High Point, juché sur le point culminant, se dressait tel un palais où le temps semblait s'être figé. Ce n'était pas qu'une simple demeure d'homme fortuné. C'était la tentative désespérée de Milton d'acquérir, à tout prix, une semblance de normalité. Milton nourrissait l'illusion qu'en érigeant un cadre idéal, la vie se déroulerait sans accroc.
Ils pensaient que l'épaisseur des murs tiendrait la maladie à distance, que la beauté des lieux dissiperait la tristesse. Mais l'architecture ne guérit pas. Dès 1909, un an seulement après leur emménagement, la réalité s'imposa. Cette demeure était trop vaste pour deux, et d'une cruelle vacuité pour un seul. C'est dans ce silence pesant que naquit une décision, capable de transformer non seulement le destin de la ville de Hershey, mais aussi celui de milliers d'âmes. La certitude déchirante que les chambres d'enfants resteraient à jamais vides poussa Milton vers un carrefour moral. Debout à la fenêtre, contemplant la cité à son nom, il comprit. S'il ne pouvait avoir ses propres enfants, alors ceux des autres deviendraient les siens. Cependant, avant l'avènement de ce grand héritage, il fallait assister à l'effondrement définitif d'un monde personnel. L'ombre sur High Point s'épaississait. L'état de Kitty ne cessait de se dégrader. La cage dorée se refermait, implacable. Nous étions en 1909. Au cœur du manoir High Point, dans le bureau de Milton, derrière le massif bureau en acajou, s'opérait une transformation discrète mais essentielle de l'homme. Le verdict médical était alors sans appel, même s'il n'était pas prononcé à voix haute lors des réceptions. Les dossiers médicaux de l'époque diagnostiquaient souvent chez Kitty une ataxie locomotrice. Une condition terrible, dévastatrice. Elle ôtait la coordination, provoquait des douleurs perçantes et détruisait lentement le système nerveux. Mais la conséquence la plus cruelle pour les Hershey fut l'infertilité. Milton Hershey, l'industriel ayant bâti une usine capable de produire 50 000 livres de chocolat par jour, atteignait une impasse biologique. Sa lignée s'arrêterait avec lui. Son empire, ses millions, sa ville, nul à qui les léguer. Ici se révèle le dualisme moral de Milton. Un autre oligarque, à sa place, aurait pu divorcer ou trouver une maîtresse pour lui donner un héritier. C'était la norme chez les barons industriels d'alors. Mais Milton fit un choix défiant la logique capitaliste. Le 15 novembre 1909, Milton et Kitty signent un document qui allait changer à jamais le destin de leur fortune. Ils fondèrent la Hershey Industrial School. L'école n'accueillait alors que 4 élèves, des orphelins, des garçons qui, comme Milton autrefois, ne possédaient rien. Ils ne vivaient pas dans le faste d'un manoir, mais dans une vieille ferme voisine, sur le domaine où Milton était né, le homestead. Cette orientation, présentée comme une stratégie, naissait d'un cri silencieux de désespoir. Ne pouvant connaître la maternité, Kitty proposa à Milton « Puisque nous ne pouvons avoir nos propres enfants, ouvrons nos cœurs à ceux des autres. » Milton acquiesça. Cette noble intention masquait cependant une autre facette. Il instaura un régime où il incarnait la figure paternelle suprême, la parole divine pour des centaines, puis des milliers de jeunes garçons. Il les habillait, les nourrissait, les instruisait, exigeant en contrepartie une discipline inébranlable. Il forgeait ainsi une cellule familiale à l'image d'une usine. Pendant ce temps, l'ombre de la mort rôdait, menaçante. Parfois, elle empruntait les chemins les plus imprévisibles. En avril 1912, à Nice, en France, Milton et Kitty passèrent l'hiver en Europe, la douceur du climat méditerranéen cherchant à soulager les tourments de Kitty. Le retour vers l'Amérique approchait. Milton, exigeant l'excellence, réserva sur le paquebot le plus somptueux de l'époque. Il signa un chèque de $300, 10% de l'acompte pour une suite de première classe. Le navire, le Titanic. Billets en main, malle presque prête, au dernier instant, leurs projets subirent un revirement inattendu. La version officielle avançait un rappel urgent de Milton par ses affaires aux États-Unis, l'obligeant à anticiper son départ. Cependant, biographes et historiens privilégient une autre explication. L'état de Kitty s'était brusquement dégradé. Elle était devenue si faible qu'attendre le départ du Titanic leur était impossible. Ils modifièrent donc leur réservation et embarquèrent 3 jours auparavant sur le paquebot allemand, l'America.
le 14 avril 1912. Alors que l'America accostait à New York, le Titanic percutait un iceberg et sombrait dans les abysses glacés. Milton Hershey l'a pris dès son arrivée à terre. Le chèque de $300, jamais encaissé, resta dans les archives de la White Star Line, témoin muet de la fragilité entre l'existence et l'anéantissement. Le destin l'avait épargné. Dans quel but ? Cet événement consolida chez Milton sa conviction providentialiste. Il pensa que sa survie avait une signification supérieure, qu'il avait été sauvé pour œuvrer. Pourtant, cet incident n'offrit aucun répit à Kitty. Son échappée aux eaux glaciales de l'Atlantique ne fit que prolonger son calvaire terrestre. La période de 1912 à 1915 marqua une lente et douloureuse agonie à High Point. Kitty quitta rarement la demeure. Ses jambes la trahissaient, ses mains, prises de tremblements si violents, ne pouvaient plus tenir une tasse. Milton engagea les plus éminents médecins, l'envoya dans des sanatoriums. Mais face à l'impuissance médicale, il se tourna vers le langage des symboles. Chaque jour, il faisait cueillir les plus belles roses des serres pour sa chambre. La demeure en était submergée. Une tentative désespérée d'étouffer l'odeur âpre de la maladie sous le parfum enivrant de la vie. Voisins et ouvriers des usines assistaient à une scène déroutante. Le magnat, craint de ses concurrents, passait des heures au chevet de son épouse, lui lisant ou lui serrant la main. À ces instants, il cessait d'être le puissant homme d'affaires, n'étant plus qu'un homme démuni et impuissant. Mais cette image avait un revers implacable. Alors que Kitty s'étiolait, l'empire de Milton connaissait une croissance agressive. Il diversifiait ses produits, érigeait de nouvelles usines. Il transmuait son chagrin en béton et acier. Plus Kitty déclinait, plus la corporation Hershey gagnait en puissance. Une cruelle loi de conservation d'énergie. La vie abandonnait l'individu pour se réincarner dans le système. Début 1915, les médecins suggérèrent un changement d'environnement. L'hiver de Pennsylvanie, trop rigoureux pour sa santé fragile. Milton emmena Kitty à Philadelphie, au prestigieux hôtel Bellevue Stratford, espérant que les praticiens de la ville apporteraient un remède, ou du moins apaiseraient ses souffrances. Ils quittèrent High Point. Les domestiques recouvrirent les meubles de drap blafard. Les fenêtres voilées, la vaste demeure sombra dans une obscurité prophétique, comme si elle pressentait que sa maîtresse n'en franchirait plus jamais le seuil. Montant dans le train pour Philadelphie, Milton jeta un dernier regard sur sa demeure perchée sur la colline. D'ordinaire forteresse inexpugnable, elle lui parut cet instant le point le plus vulnérable de son existence. Millions, actions, usines s'étaient réduits à l'espace confiné d'une unique chambre d'hôtel, là où le destin de son cœur allait être scellé. Retour à mars 1915. La boucle du temps est bouclée. Nous saisissons désormais l'ampleur et le coût réel de cette tragédie intime. La disparition de Kitty n'est pas seulement la perte d'une épouse, mais l'anéantissement de l'unique âme qui faisait de Milton Hershey un être de chair et de sang, non une fonction du capital. Lorsque son cœur cessera de battre, quelque chose en Milton se brisera. De cette fracture naîtra la décision la plus grandiose et imprévue de l'histoire des affaires américaines. La crise existentielle post-obsèque transfigurera sa douleur en une œuvre éternelle. High Point n'est plus une vaste demeure majestueuse, mais un mausolée. Après les funérailles de Kitty, au printemps 1915, Milton regagna la maison qu'il avait édifiée pour elle. Là, il s'engagea dans un déni pathologique d'une rare intensité. Il tenta de figer le temps, donnant au personnel des directives strictes. Les appartements de son épouse devaient rester inviolés. Ses robes pendaient encore dans les armoires, témoins silencieux et poignants d'un passé figé. La brosse de son épouse et les roses fraîches renouvelées chaque jour maintenaient l'illusion d'un retour imminent.
Pourtant, la maison, conçue pour la vie, s'enfonçait dans un silence assourdissant. Ses 22 pièces ne résonnaient que le vide d'un homme esseulé. Milton errait, ses pas résonnant dans les couloirs nocturnes. Le sommeil l'avait fui. L'homme d'affaires infatigable était dépossédé de sa raison d'être. Autrefois, il amassait des fortunes, bâtissait des empires pour elles. Mais à quoi bon cette machinerie à fabriquer de l'argent si celle à qui tout était destiné n'était plus là? La Première Guerre mondiale dévastait l'Europe. Le prix du sucre, pilier de son empire, flambait spéculativement. Les marchés étaient d'une volatilité extrême. N'importe quel magnat, confronté à ce chaos, se serait cramponné à son patrimoine. Milton Hershey empruntait une voie radicalement différente. La tragédie de son deuil déclenchait une profonde métamorphose. Sa fortune, auparavant récompense de son labeur, devenait un fardeau écrasant dont il devait se délester. Le 13 novembre 1918, 3 ans après le décès de son épouse et à peine 2 jours après la fin du conflit mondial, Milton convoqua ses conseillers juridiques. L'entrevue se déroulait en toute discrétion. Sur le bureau, un acte notarié de cession de propriété était posé. Milton Hershey saisit une plume, accomplissant le geste philanthropique le plus audacieux du capitalisme privé de son époque. Il cédait toutes les actions ordinaires de la chocolaterie Hershey à une fiducie, pour financer une école résidentielle pour orphelins. Les 60 millions de dollars, plusieurs milliards actuels, légués témoignaient de l'ampleur du don. Mais ce n'est pas tant le montant colossal qui stupéfiait que le caractère absolu de ce don. Il ne cédait ni fraction des bénéfices, ni dîme, mais renonçait à tout intégralement. Dès cet instant, l'usine, cheminée fumante sous les fenêtres de High Point, cessait de lui appartenir. Le domaine de la ville et la marque mondiale, reconnue, lui échappaient. Juridiquement, Milton Hershey, bâtisseur de cet empire, devenait un simple gestionnaire salarié au service des orphelins. Qu'est-ce qui motiva un tel acte et un tel secret? Le monde n'en découvrirait l'ampleur que 5 ans plus tard, lorsqu'un reporter du New York Times révélerait fortuitement cette histoire. Interrogé sur sa démarche, Milton répondait, sec et sans émotion. « Je n'ai pas d'héritier direct. Ces enfants sont mes garçons. » Kitty, son épouse disparue, prenait une nouvelle dimension. Marquée par la tragédie et la maladie, elle était l'instigatrice secrète de cette décision monumentale. Si le destin leur avait accordé une descendance, cette fortune colossale leur aurait été destinée, et l'école serait restée une modeste œuvre philanthropique. Mais sa fin prématurée et l'absence d'héritier légitime transformèrent un patrimoine privé en bien public. Le vide qu'elle laissa fut comblé par des milliers d'autres jeunes âmes. Et High Point, leur somptueuse demeure? Après 1918, la propriété devint le témoin silencieux des étranges habitudes de son propriétaire. Bien qu'ayant cédé 60 millions de dollars, Milton commença à faire d'infimes économies au quotidien. Il parcourait les vastes couloirs de sa gigantesque maison, éteignant les lumières des pièces inoccupées pour réduire sa facture d'électricité. Ses costumes, il les portait jusqu'à la brillance. Quel paradoxe! L'homme qui assurait gîte, couvert et instruction à des milliers d'enfants habitait cette demeure fantomatique, s'y sentant étranger. La magnificence de High Point pesait sur lui. Salle à manger opulente, lustre de cristal, cheminée de marbre, tout avait été conçu pour une vie partagée avec Kitty. Sans elle, ces objets perdaient leur sens, devenant de simples décors coûteux d'une scène dont le rideau était tombé. Durant les années 1920, Milton s'éloigna de plus en plus de sa résidence. Il s'aventura jusqu'à Cuba, y érigeant une autre ville et de nouvelles sucreries. Une quête pour échapper au silence de High Point. À chaque retour, les murs se refermaient sur lui, l'étouffant.
À la fin de cette décennie, la situation devint intenable. Le gigantesque manoir exigeait des ressources colossales pour son entretien. Personnel nombreux, chauffage, réparation constante. Pour Milton, qui considérait désormais chaque sou dépensé comme appartenant aux orphelins, cette dépense était un dilemme moral. Comment justifier un train de vie royal quand ces fonds auraient pu servir à construire de nouvelles ailes pour l'école ? En 1930, s'écrivit l'épilogue de cette relation complexe entre l'homme et sa maison. Milton Hershey prit une décision radicale, mettant un terme définitif à High Point comme lieu de vie personnelle. Alors âgé de 73 ans, seul, il était lassé par l'écho de ses pas résonnant dans 22 pièces vides. Il convoqua la direction du club de golf local et leur fit une proposition inattendue. « Prenez cette maison, faites-en votre clubhouse, et laissez-moi un petit appartement au 2e étage. » L'idée semblait folle. Céder un palais entier pour en faire vestiaire et restaurant, se contentant de quelques modestes pièces. Pour Milton, cependant, c'est une émancipation. Il se décharge de l'opulence de sa vie. Il ne conserve que l'essentiel, ce qui touche à l'intime, les meubles de Kitty, ses effets personnels, son souvenir. Le reste est empaqueté ou intégré au club, devenant des pièces de musée de son vivant. Ainsi débute le dernier acte de ce drame existentiel. Le souverain du chocolat, dont le nom est imprimé sur des millions d'emballages, se mue de son plein gré en simple résident de sa propre demeure. Au rez-de-chaussée, les golfeurs dégustent des cocktails, leur rire éclate et le cliquetis de leur club résonne. Une existence étrangère et vibrante s'y installe. À l'étage, dans une pièce modeste, l'homme âgé observe par la fenêtre son usine et l'institution scolaire qui grandit chaque année. Il a abdiqué la possession de tout, l'entreprise, la fortune et son foyer personnel. Cette abdication n'est pas une défaite, mais la forme la plus aboutie de la liberté. La métamorphose est totale. Milton Hershey cesse d'être un homme d'affaires influent pour devenir le gardien d'un héritage. Mais le récit ne s'arrête pas là. Le 13 octobre 1945, à l'hôpital de Hershey, dans une humble chambre, un homme dont l'œuvre a modifié les papilles humaines est à l'agonie. Il a 88 ans. Sur sa table de nuit, ni montre en or massif, ni pile de certificats boursiers, mais une unique photographie, un portrait de Kitty. Milton Hershey s'éteint avec la discrétion qu'il avait cultivée durant ces dernières années, sans la moindre pompe. Il ne laisse aucun compte secret dans des banques suisses, aucun yacht à Monaco sous son nom. Au moment de son décès, sa fortune personnelle est étonnamment modeste pour sa stature. Tout ce qu'il avait acquis ne lui appartenait déjà plus. Mais qu'est devenu High Point, ce palais sur la colline qu'il quitta pour un appartement au club ? En 2025, à Hershey, en Pennsylvanie, on découvre toujours cette majestueuse demeure. Elle se dresse fièrement au-dessus de la ville, sa façade de calcaire immaculé demeure sans tache. Cependant, sa destinée a pris un tour des plus paradoxaux. High Point abrite aujourd'hui le siège social de la Hershey Trust Company, centre névralgique d'une des organisations caritatives les plus prospères au monde. C'est ici, entre les murs où résonnait jadis le silence d'une union stérile, que sont prises les décisions qui façonnent l'existence de milliers d'enfants. L'ironie du destin atteint ici les proportions d'une tragédie classique. Une maison édifiée pour un foyer incapable d'engendrer des héritiers gère à présent le capital qui assure l'avenir de plus de 2000 enfants placés chaque année. La chambre de Kitty, où elle s'éteignit, et le cabinet de travail de Milton, où il signa l'acte de donation fondateur, sont aujourd'hui les bureaux d'administrateurs d'un fonds de plus de 20 milliards de dollars. Cette somme, 20 milliards, dépasse les budgets annuels de nombreuses petites nations et les fonds de dotation de la plupart des universités prestigieuses de l'Ivy League. Cette opulence est entièrement vouée à la mission que Milton et Kitty ont définie en 1909. Offrir un foyer à ceux qui en sont dépourvus. Milton Hershey a créé une structure d'entreprise unique à l'abri de la cupidité. Au fil des 20e et 21e siècles, les rapaces de la finance ont maintes fois tenté d'acquérir la Hershey Company, proposant des sommes colossales. Mais chaque fois, ils se sont heurtés à un mur infranchissable.
le trust détient le contrôle des actions votantes et est contraint de respecter la volonté de Milton, diriger les bénéfices vers l'école. En substance, Milton Hershey continue de gouverner son empire depuis le tombeau. Il a laissé plus que de l'argent, une loi, un principe fondateur. Son testament, rédigé avec habileté, rend impossible, même 80 ans après sa disparition, de démanteler son utopie pour un gain rapide. L'histoire de Milton Hershey est l'antithèse de celle du Grand Gatsby, avec une finalité radicalement différente. Comme Gatsby, Milton bâtit un château par amour et utilisa sa richesse pour réécrire la réalité. Mais là où Gatsby fut anéanti par son rêve, Hershey trouva le salut dans l'abnégation de la propriété. Il comprit une vérité inaccessible à la plupart des milliardaires. L'argent n'est pas une destination, mais un fertilisant. Accumulé, il empeste comme du fumier. Dispersé, il fait naître un jardin foisonnant. Les Hershey Gardens, fondés par Milton, déploient aujourd'hui leur splendeur florale. La roseraie, imaginée pour Kitty, s'étend sur 23 acres et attire des milliers de visiteurs. Pourtant, peu de ces touristes, prenant des selfies, réalisent que chaque buisson est un mémorial à la souffrance intime d'une femme et à l'amour singulier d'un homme. Que nous enseigne cette histoire ? À l'ère où le succès se mesure aux followers et aux comptes bancaires, Milton Hershey propose un autre baromètre. L'héritage n'est pas ce que l'on se réserve, ni les monuments érigés à sa gloire, ni les gratte-ciels portant son nom. Un véritable héritage se transmet lorsque son nom a cessé d'avoir de l'importance. Milton aurait pu n'être qu'un magnat du chocolat, telle une fortune parmi d'autres, Rockefeller ou Carnegie. Son destin l'a pourtant transcendé. Il devint père pour des milliers d'enfants jamais rencontrés. Chaque diplômé de l'école Milton Hershey perpétue son être. Chaque jeune arraché à la misère, grâce à la fortune du chocolat, est une victoire sur le désespoir ayant marqué sa naissance en 1857. La demeure de High Point reste inhabitée. Nul n'y repose. La cheminée ne réchauffe plus sa maîtresse disparue. Pourtant, il n'est pas inerte, vibrant d'une signification plus dense et puissante que toute matière tangible. En dépliant un chocolat Hershey, rappelez-vous que vous ne tenez pas qu'une simple friandise. Vous tenez un fragment d'une forteresse bâtie sur l'amour et la perte. Vous ne payez pas des fèves de cacao, mais financez la plus grandiose tentative d'un homme pour rectifier les injustices de l'existence. La douceur du chocolat n'est qu'un voile, masquant une amère réalité. Les grandes réalisations naissent non de la joie, mais d'une quête désespérée pour combler un vide inépuisable. Milton Hershey est mort, n'ayant en poche qu'une photo de son épouse. Il a pourtant légué un monde plus chaleureux que celui de sa naissance. C'est peut-être la seule véritable réussite humaine.